Samedi 19 février 2021, mesdames et messieurs, bienvenue dans Viva Événement. Bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jour, pour commencer, 1624 familles à Nousvark ont bénéficié du pack vaccines venant de l'État dont la distribution s'est tenue hier. Ces familles ont grandement besoin de ces aides d'urgence suite au passage de cyclones. Outre les maisons détruites, la vie quotidienne de la population est en suspens dans ce district. Seules les aides venant de l'État sont les seuls vivres qu'ils peuvent espérer. Sylvain nous en dit plus. 14 jours après le passage du cyclone Batsrai, Nousvark ne s'est pas encore remis. Plusieurs infrastructures sont détruites. Pour cette mère de famille, il ne reste plus rien de sa demeure. Pour l'instant, les moyens manquent pour la reconstruction. L'urgence pour ces familles est de trouver à manger tous les jours. Les paysans et les agriculteurs craignent une année blanche. Les cultures ont été ravagées par les intempéries, pourtant, ce sont ceux qui approvisionnent toute la ville. Les difficultés s'intensifient pour ces personnes. Pour les commerçants qui vivent de l'artisanat, ils partent de zéro. Les consommateurs se font rares, voire inexistants, si certains produits sont complètement détruits. Conscient de ces réalités que subit la population de Nousvark, l'État a octroyé des aides d'urgence à ces familles à travers le pack Vaccines. 1624 familles bénéficient de ces aides dans le district de Nousvark. Des aides qui soulagent les difficultés au quotidien laissées par le cyclone. Ils serviront également à se préparer au passage du cyclone Mnati. Parlons à présent de la situation du Covid-19 à Madagascar. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a connu une baisse de 50% cette semaine comparé à celui de la semaine dernière. Si 15 personnes ont perdu la vie pour la semaine du 15 au 19 février 2022, 61 personnes présentent des formes graves actuellement. Anienne Martina. Le nombre de cas de Covid-19 sont de 589 sur les 1465 tests effectués durant la semaine du 12 février au 18 février 2022, selon les statistiques officielles sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. Un nombre qui a connu une baisse de 50% comparé à la semaine précédente. La région Analamang enregistre encore le plus grand nombre de cas de Covid-19, soit 340. Ensuite, la région Vaknakar avec 56 nouveaux cas, la région Anos enregistre 33 cas, la région Sava 29, la région Sofia 24, la région Alochamangour 22 et Diana enregistre 17 cas de Covid-19. 17 également pour la région Matsiachambun, 14 pour Ansnanan, Bunglav 13, 6 à Yurumbe, 5 à Simotsnanan, 3 à Ansimondjefan, 3 à Mourmani, 2 à Bitsbouk et un nouveau cas pour les régions Analandsrof, Bouin, Itas, Melek et Menabe. Le nombre de décès a diminué pour cette semaine avec 15 contre 28 pour la semaine précédente. 61 cas de forme grave sont enregistrés si le nombre de personnes guéries atteint les 1362. Et des agents de santé dans les districts touchés par le passage des cyclones sont sinistrés du fait de la destruction des infrastructures sanitaires et leur demeure. Le ministère de tutelle leur a offert ainsi des aides. La distribution des aides pour les agents de santé s'est tenue alors aujourd'hui à Manakar pour la région Fidvnan. Il s'agit de contributions du personnel du ministère de la Santé publique qui a permis l'octroi de ces aides à leurs collègues dans le besoin. Les aides constituent des vivres, des couvertures, des savons, des PPN et des épis. Il ne s'agit pas seulement de la ville de Manakar, mais tous les agents de santé victimes du passage du cyclone dans cette partie du sud-est de Madagascar auront leur part, selon le premier responsable de ce ministère. Après Manakar, partons à présent à Moramang, page fait divers. Les kidnappings et attaques de bandits s'enchaînent dans les communes de Fiéré, Nana et Ambosargar, district de Moramang, région Alochamangour actuellement. 5 personnes ont été enlevées jeudi dernier et aucune information les concernant n'a été reçue jusqu'ici. Les gendarmes poursuivent les recherches selon les informations venant du maire d'Ambosargar aujourd'hui. Reportage signé Anienne Martina.
Les habitants des communes Fierin et Ambosargar, dans le district de Muramang, à Lochamangour, vivent dans l'inquiétude totale actuellement. Les cas de kidnapping s'enchaînent dans leur localité. Jeudi dernier, 3 foyers ont été victimes d'attaques. 5 personnes ont été enlevées par les bandits, dont 2 femmes et 3 hommes. Une trentaine de bandits ont perpétué l'attaque, selon le témoignage du maire de la commune d'Ambosargar, joint au téléphone aujourd'hui. Jusqu'à présent, aucune information n'a été reçue concernant les 5 personnes kidnappées. Le maire fait appel aux responsables afin de multiplier le nombre des forces de l'ordre dans la circonscription pour accélérer les recherches. C'est le 3e cas de kidnapping dans cette commune selon les informations. Les victimes ont été relâchées après paiement des rançons. Dans un tout autre sujet, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 34 entre Antsirabe et Betaf, région Vaknakar, ont débuté jeudi dernier. Des techniciens du ministère des Travaux publics sont descendus sur les lieux pour faire les évaluations techniques et trouver des solutions pour une réhabilitation durable. Reportage. Une technique moderne de réparation sera utilisée pour cette portion de route de la RN34 entre Antsirabe et Betaf du fait de sa dégradation avancée à chaque période de pluie. Malgré les réhabilitations, la route revient toujours à cet état après les pluies. L'eau stagne, la route s'affaisse, les 2 côtés des routes sont constitués de cultures également, ce qui entraîne encore plus cette dégradation. Face à cette situation, les techniciens au sein du ministère des Travaux publics sont descendus sur les lieux en décembre pour évaluer la situation et trouver des solutions. Suite à cette évaluation, le ministre des Travaux publics et son équipe sont descendus sur les lieux jeudi pour débuter les travaux de réhabilitation de cette route nationale. Selon le ministre, il s'agit de mettre en place de nouveaux dallos, de remonter la route en augmentant le volume des enrobages et de mettre en place des digues de protection et des canaux d'irrigation pour les eaux des cultures pour qu'elles n'arrivent pas sur la route. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat effectue une descente dans la région Vadvav afin de donner la main et apporter une contribution aux sinistrés des récents cyclones. Le SENVH se focalise ses aides sur les communes rurales les plus touchées par le cyclone à Ifanadine et a octroyé des matériels d'urgence pour ouvrir les routes bloquées. Reportage. 10 communes parmi les 15 communes dans le district d'Ifanadine sont complètement isolées à cause des dégâts laissés par le cyclone Batsrai récemment. Chaque département ministériel apporte sa contribution pour aider les sinistrés selon les consignes du président de la République. Ainsi, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a pour sa part aidé les communes rurales du district d'Ifanadine, notamment celles qui ont des difficultés pour la circulation des biens et des personnes. Ce département a octroyé des matériels de base pour la population, comme des centaines de haches, de pelles et des coupes-coupes pour ouvrir les routes obstruées par les éboulements à travers le système de Tanamar. Des travaux d'urgence néanmoins, parce que les travaux définitifs seront pris en main par les responsables de tutelle. En outre, selon le secrétaire d'État, les vivres et les aides sont déjà en route pour le district également, comme le pack Vaccines et les Varmour. Des cliniques mobiles sont déjà en place pour les services médicaux. Dans la foulée, le SENVH a rencontré les autorités dans le district pour apporter d'autres solutions aux problèmes engendrés par le sinistre. Rappelant que 4500 sacs de vaccins arriveront ce week-end dans la commune d'Ifanadine. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'armée ukrainienne cherche à mobiliser la presse internationale dans le conflit qui l'oppose aux séparatistes pro-russes mais dans la région du Donbass, Kiev n'est pas parvenu à enrayer la machine de propagande russe. Reportage de France 24. Après le regain de violence dans le Donbass, l'armée ukrainienne tient à faire passer un message. Nous n'avons riposté que lorsque la vie de nos militaires était menacée et après avoir vainement tenté d'obtenir un cessez-le-feu via l'OSCE et notre groupe de coordination avec la Russie. La nuit tombée, ils ont fait venir par hélicoptère un groupe de journalistes. L'objet de la visite organisée, une maternelle bombardée le matin même.
Par chance, au moment de l'attaque, les enfants se trouvaient dans une autre pièce. Les courageux employés de la crèche témoignent à tous les micros. Pour l'instant, je vais rester ici et continuer de travailler. Interrogée sur la provenance de l'obus, elle reste vague. Je ne sais pas, je n'y connais rien à la portée d'un tir. Je ne peux pas évaluer à quelle distance il a pu être tiré. Selon les soldats ukrainiens, la trajectoire de l'obus prouve qu'il provient du territoire ennemi. Mais le personnel de la crèche doit vivre avec ses voisins. Et ces derniers regardent les médias russes ou pro-russes, qui eux accusent, sans preuve, l'Ukraine. Le coup du jardin d'enfants attaqué est une provocation de Kiev pour justifier la déstabilisation du Donbass. Pour Alexandre Kachura, déplacé de Donetsk et auteur d'un livre sur le conflit, ces accusations sont absurdes et dangereuses. Il redoute l'impact que peuvent avoir de tels messages autour de la ligne de front tenue par les Ukrainiens. En se déplaçant sur les routes des environs, les gens captent facilement les émissions de la radio russe et les chaînes de propagande qui existent là-bas dans les territoires occupés. En presque 8 ans de conflit, la guerre de l'information n'a jamais cessé et entre aujourd'hui dans une nouvelle phase active, tout comme les combats sur le terrain. Au Canada, les forces de l'ordre ont annoncé avoir interpellé plus de 100 personnes dans les rues de la capitale fédérale hier, théâtre depuis 3 semaines d'un important mouvement de contestation contre les mesures sanitaires du gouvernement de Justin Trudeau. France 24. Eh bien, l'opération policière est toujours en cours. Le secteur du centre-ville d'Ottawa a été divisé en plusieurs zones, 11 au total, que la police tente de sécuriser une à une. Ils ont réussi à en libérer 2 depuis vendredi matin, ce qui montre à quel point cette opération va prendre du temps. Il y a une centaine d'arrestations qui a été faite, une vingtaine de véhicules remorqués lorsque les policiers à cheval ont voulu pénétrer dans la foule en fin de journée vendredi. Des gens ont été bousculés, sont tombés à terre. La police, qui communique beaucoup sur Twitter, a indiqué qu'il n'y avait pas de blessés, mais que de nombreux manifestants agressaient les agents de police. Les manifestants, eux, n'abandonnent pas. Ils sont très nombreux et prêts à en découdre. Ils scandent « Freedom », « Liberté » en anglais. Ils viennent même de lancer un feu d'artifice. Ils font face à 7 corps de police différents, comme la Gendarmerie royale ou encore des polices locales venues de tout le Canada. Oui, c'est sûr, ça a fragilisé Justin Trudeau. Il faut rappeler qu'au départ, ce mouvement du convoi de la liberté était un mouvement de camionneurs qui était contre l'obligation vaccinale imposée aux routiers à la frontière avec les États-Unis. Ces camionneurs ont commencé à manifester dans Ottawa contre toutes les mesures sanitaires liées à la COVID-19, mais très vite, la contestation s'est élargie à une contestation contre tout le gouvernement en place et plus particulièrement contre Justin Trudeau, le Premier ministre. Beaucoup de manifestants réclament d'ailleurs toujours sa démission. Lundi dernier, pour mettre fin au blocage, Justin Trudeau a fait appel à la loi sur les mesures d'urgence. C'est une loi qui donne au gouvernement des pouvoirs extraordinaires et c'est une première dans l'histoire du Canada. Cette décision fait débat. L'opposition politique, notamment les conservateurs, s'y oppose. Le vote de la loi se fera lundi prochain. Et les dirigeants occidentaux sont réunis depuis hier dans la capitale bavaroise pour 3 jours d'échanges sur les relations transatlantiques. En pleine montée des tensions entre Moscou sur le dossier ukrainien, le discours de Kamala Harris, la vice-présidente américaine, était particulièrement attendu. France 24. Aujourd'hui, il y aura un certain nombre de déclarations auxquelles il faudra prêter attention. Il y aura, effectivement, vous l'avez annoncé, la vice-présidente Kamala Harris qui s'exprimera sur le rôle des États-Unis sur la scène internationale. Alors évidemment, dans ce contexte extrêmement tendu, son intervention sera très attendue. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'exprimera également. Alors lui, il sera aux côtés d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Boris Johnson sera lui aussi présent, évidemment, sur toutes les lèvres, dans tous les esprits ici. L'Ukraine prévaut avec ces mots glaçants hier du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a averti tout simplement qu'une escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie serait tout simplement catastrophique pour le monde entier.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programmes sur Viva et bonne soirée à tous. Au revoir.